cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Aneldo, bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, a réagi face à la déconstitution des avocats de la défense de Olivier Bokor d'Ozwa-Domeki dans l'affaire tentative présumée de coup d'État. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. À travers un communiqué en date de ce mardi 21 janvier 2025, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Metonou, a clarifié certains points dans l'affaire présumée coup d'État après avoir souligné le manque de fondement des arguments avancés par les avocats des accusés concernant la composition de la juridiction. Le procureur spécial a critiqué la stratégie de la défense qu'il estime être dans une manœuvre dilatoire visant à entraver le bon déroulement du procès. C'est pourquoi il a fini par déclarer, je cite, « La justice ne saurait se soumettre à des chantages ni au détournement de ses règles ». Maître Kato Atita s'est prononcé sur les raisons qui sous-entendent le retrait des avocats de la défense à l'issue de l'audience de ce mardi 21 janvier 2025. Le procès de l'homme d'affaires béninois Olivier Bokor et celui de l'ex-ministre des Sports Ozwa-Domeki dans l'affaire tentative présumée de coup d'État s'est ouvert ce 21 janvier à la Criette. Lors de l'audience, les accusés principaux, Olivier Bokor et Ozwa-Domeki, ont formellement contesté leurs implications dans cette affaire. À cet effet, les avocats de la défense ont décidé de se retirer du dossier, suivant les raisons évoquées par Maître Kato Atita, avocat de la défense. Il est au micro de Quentin Moussou et de Ulrich Angapoué. Nous ne pouvons pas continuer à valiser une procédure qui manifestement ne rassure pas. Notre présence, c'est cautionner une procédure qui, finalement, ne donnera que des résultats, même si c'est de condamnation, mais de condamnation totalement contre l'équité. À quoi sert un avocat d'être présent dans une procédure pareille? Et ça, les gens ne le savent peut-être pas. La présence de l'avocat sert à valider une procédure. Nous avons compris et nous avons dit nous ne pouvons pas valider une procédure qui se déroule en violation des choses, des règles les plus élémentaires, les plus visibles. Et ce matin, nous avons décidé de nous déconstituer. Nous avons trop souffert à la Criette depuis l'instruction préparatoire. Sur toute la ligne, nous avons trop souffert. Nous n'avons pas été considérés tout le temps comme des dignes collaborateurs de la justice, des dignes cadres de la justice. Donc, il fallait partir. Qu'est-ce que nous reprochons à la procédure? C'est la violation des textes de loi, la violation de tout ce qui est élémentaire. Et ce matin, nous avons commencé par les mêmes violations. Des textes de loi aussi clairs que ça. Bon, on ne veut pas nous suivre, nous avons dit, nous partons, et c'est tout. Il faut partir. Là, il a la composition de la Cour qui est là, les textes sont là, on a tout dit, impossible, on ne veut pas nous comprendre. Il a un autre motif, que la dignité judiciaire ne permet pas de révéler grandement en public. Nous avons utilisé le mécanisme de courtoisie pour le faire comprendre. Et cependant, bon, on n'a pas été compris. Donc nous avons compris qu'il faut partir et c'est tout. Non, ce n'est pas un abandon. Être là, c'est valider sa condamnation. C'est valider une condamnation injuste. Ce n'est pas abandonner, il n'a aucun abandon. Comment vous voulez, ce n'est pas possible. Quand l'avocat décide d'enlever sa robe et de partir, c'est qu'il a un motif grave. S'il n'a pas motif grave, comment il peut enlever la robe et partir? Et tous les motifs ne peuvent pas être révélés en public.
C'est ça, non, également. J'ai dit tout à l'heure qu'il a la dignité de la justice, que nous avons également l'obligation de préserver. Voilà. Il a des choses que je ne peux pas vous dire, moi. Maître Ayodele Aounou s'est aussi prononcé également sur les raisons de ce retrait des avocats de la défense du dossier atteinte à la sûreté de l'État. Toujours dans le même registre, Maître Ayodele, avocat de la défense, s'est également prononcé sur le retrait en évoquant une seconde qu'il juge très importante. Suivez-le au micro de nos reporters. On ne les laisse pas, on a été contraint de les laisser. Je ne sais pas si vous étiez dans la salle, la défense a fait certaines observations, des observations préalables qui concernent la régularité de la composition de la Cour. Ça, c'était la première. C'est-à-dire que la loi impose qu'en matière criminelle, en matière de session criminelle, la juridiction se compose de 5 magistrats. Ce que nous demandons là, c'est rien du tout. Hein. Ce n'est que la régularité. On n'est même pas encore ça. Alors, nous avions fait observer. Ça a dû certainement échapper aux magistrats de la Criette avec la lecture des dispositions légales qui le prescrivent, que la composition n'est pas régulière. Vous savez, ce n'est pas la première fois que nous prenons des dossiers d'assises. Alors, lorsque la composition n'est pas régulière, il est de l'humilité scientifique de le constater, de ne pas nier l'évidence et de régulariser. Rien ne presse dans ce dossier. Dans un dossier où les gens encourent jusqu'à 20 années de détention criminelle, on ne peut ne pas respecter tout au moins les règles de procédure. Vous savez très bien que ce que nous avions subi depuis le 1er octobre jusque-là nous a même inspiré l'idée, mais est-ce qu'il était nécessaire d'organiser un procès? Parce que la violation des droits élémentaires de la défense avait atteint un niveau inconcevable. Et donc, nous sommes venus ce matin dans l'espoir que, bon, avant on était en instruction, mais aujourd'hui, peut-être, les choses allaient être faites normalement. Vous savez très bien que même dans notre tradition, avant de sacrifier le coq, il faut l'abreuver. Donc, nos ancêtres connaissent la procédure. Et tout ce que nous demandons, c'est le respect de la procédure. Mais le juge, ou les juges, quand ils ont suspendu et ils sont revenus, ils ont joint l'incident au fond, ce qui pose problème. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas poser date alors que le préalable de la régularité de votre composition n'est pas respecté. Et il y a eu un autre incident, ça c'est notre deuxième observation. La présidente qui préside la Cour, nous lui avions, dans une démarche de courtoisie, demandé une suspension pour faire observer au procureur spécial nos appréhensions par rapport à sa partialité ou à son impartialité. Et donc, nous avons démontré avec des faits qui existent et qu'elle connaît, qu'elle n'était pas dans la sérénité requise pour pouvoir garantir aux personnes poursuivies, tout au moins, le droit à un procès équitable, du fait des liens qu'elle établit avec l'une des parties au procès. Et nous avions espéré que ces éléments-là, qui sont des choses élémentaires en matière de procédure et en matière de procès équitable, devaient être suivis. Mais nous avons compris davantage que nous sommes rentrés comme dans un couloir et que contre vents et marées, et que toutes les limites ont été franchies en matière de respect des droits fondamentaux de la défense a pris ses responsabilités. Après en avoir discuté avec les clients, nous avons décidé que si procès il doit avoir, dans des conditions que je viens de vous décrire, il ne sert à rien d'apporter notre onction. Et c'est ce qui nous a contraints à la déconstitution. Ce que je tiens à vous dire, c'est que la loi impose que lorsque vous poursuivez quelqu'un en matière criminelle, sa défense par un avocat est un impératif. Et donc c'est ça, au moins ça, le ministère public, face à cette nouvelle évidence, a cru devoir solliciter une suspension. Et donc, ils vont essayer certainement de régulariser sur ce volet-là. Pour revenir dans le dossier, il faut que les préalables que la défense a posés, pour ne serait-ce que donner à ce procès l'apparence d'une justice, nous ne demandons pas mieux, parce que nous savons que tôt ou tard, quelque chose de grave va se passer. Nous savons, les juges qui ont instruit ce dossier, nous en avons déjà donné un avant-goût. Donc nous y sommes préparés. Mais tout ce que nous demandons, c'est que nous sommes dans un état de droit. Personne
ne pourrait se vanter d'être dans un état de chaos, d'être dans une république bananière ou dans un état de non-droit. Nous, avocats qui sommes des acteurs principaux du service public de la justice, nous continuons à croire que nous sommes dans un état de droit. Et dès lors que ces conditions préalables seront réunies, nous allons reprendre la défense. Et la défense, c'est d'abord pour vous, parce que c'est le peuple qui juge. L'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Théodore Olo, s'est prononcé sur la probable adhésion du Togo au sein de l'Alliance des États du Sahel sur Radio France Inter. Le Togo va-t-il rejoindre l'Alliance des États du Sahel formée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso? Ce n'est pas impossible, a déclaré le ministre togolais des Affaires étrangères lors d'un entretien télévisé. Cette déclaration du chef de la diplomatie togolaise suscite d'énormes commentaires au sein de la classe politique. À cet effet, l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, le professeur Théodore Olo, lors d'une interview accordée à Radio France Inter, estime pour sa part qu'il y a un intérêt économique et peut-être même politique pour le Togo d'intégrer l'AES. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. Vous savez que pour le moment, étant donné que le port de Cotonou est fermé au commerce avec le Niger, le port de Lomé sert de solution de rechange. De ce point de vue, il y a un intérêt économique et peut-être même politique pour le Togo d'intégrer l'AES. Puisqu'au niveau de la CEDEAO, il y a des convergences politiques mettant l'accent sur la démocratie, convergence acceptée par la plupart des pays anglophones, quelques pays francophones, le Togo n'en faisant pas partie, et je pense que la souveraineté qui se manifeste dans les pays de l'Est se fonde sur le refus en réalité de cette convergence politique. Ce qui veut dire qu'il y a un intérêt économique et aussi un intérêt politique que le Togo intègre l'AES. Mais on attend la décision du président Faure, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères. Et je constate que beaucoup de ces États, tout en rejetant la présence militaire française, initient une coopération militaire avec d'autres pays tels que la Russie. La souveraineté, c'est de défendre ses intérêts. Et je pense qu'au niveau de la CEDEAO, il y a cette défense des intérêts avec la création de l'ECO. C'était les pays francophones qui essayaient de bloquer le processus qui doit reprendre, je crois, en 2027. Donc c'est un prétexte en réalité de dire que c'est des États qui se veulent souverainistes. Il y a d'autres pays qui sont aussi souverainistes, mais qui sont toujours au niveau de la CEDEAO. Je ne pense pas que le Nigeria ou le Ghana peuvent être considérés comme des laquais de la France. Être souverain, c'est prendre les décisions qui s'imposent en tenant compte des intérêts de son pays et non pas des intérêts de la classe gouvernante, de mon point de vue. Je crois que quelqu'un comme Sankara était très souverainiste, mais n'a jamais décidé de quitter la CEDEAO ni l'Union africaine. Je ne pense pas que la France, elle seule, puisse imposer son point de vue. C'est peut-être un argument très facile pour justifier certaines positions. En tout cas, quand j'étais à ministre des Affaires étrangères dans les années 90 et que nous discutions des questions de la CEDEAO, j'avais jamais l'impression que la France s'immisçait dans les activités que nous menions. Il y avait un leadership du Nigeria à l'époque, c'est vrai, mais il n'y avait pas une émission de mon point de vue de la France. Je ne pense pas que la situation ait évolué entre-temps. Je voudrais rappeler que la limitation des mandats est un élément de convergence au niveau de la CEDEAO qui fait blocage parce qu'il y a des pays comme le Togo qui s'étaient opposés à cette limitation des mandats. Alors quand on vient me dire que la CEDEAO est instrumentalisée par la France, je trouve que c'est un argument très facile quand on ne veut pas accepter certaines exigences du point de vue de la démocratie ou du point de vue de l'alternance, du point de vue de la limitation des mandats. Et c'est sur la base de ce refus que des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso se sont retirés aujourd'hui de la communauté. C'est une évidence de mon point de vue en tenant compte de ce qu'aujourd'hui dans ces pays nous sommes dans des régimes où l'alternance n'est pas encore une évidence. Donc il y a cet élément de convergence idéologique qui peut expliquer cette proximité. Il y a aussi les intérêts économiques parce que le Togo aussi, en tant qu'État souverain, défend ses intérêts. Pour aller du Togo au Niger, il faut traverser non seulement le Togo, mais il faut aussi traverser le Burkina Faso. Or, vous savez qu'il y a des difficultés militaires en raison de l'insécurité qui règne, ce qui fait que les commerçants se sentent un peu pénalisés et il y a des protestations en raison du renchérissement de coûts des produits qui sont importés. Ce qui veut dire qu'il va falloir garantir la sécurité de ce corridor. Cela prendra du temps, mais si la volonté politique y est, ils y arriveront. Le Parlement a procédé à la désignation ce mardi 21 janvier 2025 du remplaçant de Romaric Ogunwale au sein du Conseil économique et social au niveau départemental. Serge Oluwale Odubourou, puisque c'est de lui il s'agit, remplace Romaric Ogunwale au Conseil économique et social dans le département des Collines. Il a été désigné par les députés ce mardi 21 janvier par 85 voix pour 0
abstention. Sa désignation fait suite à la nomination de Romaric Ogoualé au poste de ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Mais avant de conclure ce bulletin matinal d'information, on va suivre l'adhésion de Sylvanus Aïssi au bloc républicain. C'est bien cela, M. Abdelkader Achiro, membre du parti Foscori pour un Bénin émergent. Sylvanus Aïssi et ses sympathisants ont adhéré officiellement au parti politique de la mouvance présidentielle bloc républicain. C'était en présence de plusieurs centaines de militants. Le reportage avec Anel Dou. Monsieur Aïssi, je vous remets donc votre carte de membre du bloc républicain, le parti du chemin. Sylvanus Aïssi est désormais membre du bloc républicain. L'homme d'affaires, ex-membre de la FCBE, a officialisé son adhésion au parti du cheval cabré, accompagné d'une forte délégation de ses militants. Fort de ses actions de soutien au chef de l'État Patrice Talon, Sylvanus Aïssi a opté pour le bloc républicain pour plusieurs raisons. Après échange avec le staff de plusieurs partis politiques de la mouvance, j'ai pu vous dire que c'est le modèle BR qui nous a le plus séduit. Les actions du pouvoir en place et de son chef, ainsi que le choix de notre base, sont tout aussi déterminants dans notre décision de rejoindre le bloc républicain. En rejoignant officiellement la grande famille du bloc républicain, en ce jour donc, nous faisons le choix d'une vision, d'une équipe et d'un projet politique qui place l'unité, le travail et le progrès au cœur de la priorité. À son adhésion, le bureau politique du bloc républicain fortement représenté a répondu favorablement. Monsieur Sylvanus, vous avez fait le bon choix. Vous avez opté, vous avez choisi le cheval blanc cabré, le cheval gagnant, symbole de la noblesse et de la puissance. Au nom du président Abdoulaye Biotchali, au nom des militants du Parti Bloc républicain, nous acceptons votre adhésion parce que vous avez pris connaissance du contenu des statuts et règlements intérieurs du parti que vous avez accepté vous aussi. C'est pour cette raison que nous vous accueillons avec joie et ferveur parmi nous au sein militantes et militants du bloc républicain. Par cet acte, Sylvanus Aïssi scelle aussi l'adhésion de plusieurs autres anciens membres de la FCBE dans la 16e circonscription électorale. Dans ce nouveau parti, l'homme s'engage à œuvrer davantage pour la promotion des actions du chef de l'État, Patrice Talon. Retrouvez à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV, Atifa Olafa. Place à présent à la page des sports.